Bonsoir à tous et toutes. Bienvenue pour cette première conférence sur la Voie lactée, Tout à fait. qui est donnée par Monsieur. Georges Cordopatis, donc astronome adjoint à l'Observatoire de la Côte d'Azur depuis 2017 maintenant. Je me présente. Oui, Donc allez-y. voilà, du coup j'ai fait mes études ici à Nice en fait depuis la première année. J'étais à Valrose et j'ai fait ma thèse à l'Observatoire de la Côte d'Azur et par la suite je suis parti 5 ans à l'étranger, 3 ans en Angleterre à Cambridge, travailler à ce qu'on appelle le postdoc. Donc c'est une fois qu'on a fini la thèse, on va faire un peu, on a des petits CDD de recherche sur certains projets bien particuliers. 3 ans donc à Cambridge, puis ensuite 2 ans à Berlin, 2 ans, 2 ans et demi. Entre-temps, je postulais pour les concours pour passer ici, et puis j'ai fini par réussir. Donc Bienvenue. voilà, merci. Sur ma gauche, nous avons Madame Florence Carello, notre première adjointe. Je reprends le micro. Nous avons Madame Florence Carello, notre première adjointe à la mairie de Bonson. Bonson 06 830, car nous avons un homonyme dans la Loire que nous saluons ce soir. Nous avions pensé faire une petite présentation donc, de notre village, le temps que justement tous les petits problèmes techniques soient réglés. Le petit problème technique primordial est réglé. Nous avons la vidéoprojection qui est en marche et fonctionnelle normalement. Juste pour vous signaler donc que Bonson est un petit village dit perché, car nous sommes sur une crête à flanc de colline avec une partie village central et une partie au Gabre, donc en hauteur et aussi à la base de la montagne. Nous sommes 760 habitants à l'année. Nous avons notre maire, Monsieur Jean-Claude Martin, ici présent, qui assure la bonne continuité du fonctionnement du village. Nous avons également, au sein de notre petit village, une épicerie qui fait des très bons repas sur réservation au 04 93 29 21 16. Nous avons également une mini-ferme d'animation pédagogique, des jardins partagés. Nous sommes le premier village de la route des Bréas. Bréa, c'est un peintre primitif niçois, n'est-ce pas? Nous avons sur la commune 5 chapelles et une église qui sont des petits bijoux d'architecture. Ce soir, nous sommes en lien avec le planétarium de Vaux-en-Velin que nous saluons, ainsi que l'équipe municipale de Vaux-en-Velin. Nous sommes en lien également avec la Cité de l'Espace de Toulouse, qui fait référence dans la vulgarisation. Nous espérons être en lien avec Monsieur Thomas Pesquet, que nous ne présentons plus, n'est-ce pas, astronaute réputé qui fait la fierté de la France, qui anime aussi bien le Game International Conference à Monaco. Nous ne sommes qu'à 54 km, Monsieur Thomas Pesquet. Et qui partage aussi ses connaissances, ses questions au bord de l'ISS avec des élèves indinois et à travers toute la France. Donc nous le remercions pour ce travail admirable qu'il fait. Nous sommes aussi en lien avec Julien Bobroff, conférencier physicien qui nous explique la physique quantique et qui arrive à nous faire comprendre la physique quantique. Si, je vous assure, c'est possible. Voilà, nous avons d'autres personnes, juste par exemple Monsieur Gaden Mallet, on a transmis le lien également, ainsi que le palais princier de Monaco, que nous saluons et que nous remercions pour toute sa bienveillance et toutes les actions qu'il mène, environnementales et de soutien environnemental. Voilà pour les liens. Nous sommes également bien sûr en lien avec l'institution Saint-Pierre de Bourg-en-Bresse et toute l'équipe de l'Appel qui a permis la rediffusion en direct de cette conférence. Donc nous les saluons bien fort également.
Je pense que nous allons pouvoir lancer la conférence. Si vous n'avez pas de questions, c'est super. Alors, les questions, vous pouvez également les poser via notre site internet. Nous prendrons 15 minutes à la fin de cette conférence pour y répondre. On sélectionnera en fonction du nombre, en fonction... De toute façon, toutes les questions auront une réponse par écrit si nous n'avons pas le temps de vous y répondre en direct ce soir. Donc, n'hésitez pas. Nous vous souhaitons une bonne conférence. Je veux juste rajouter, Ah oui, voilà, j'ai oublié. Juste rajouter que c'est particulier cette année puisque c'est notre 3e cycle, puisque nous avons commencé en même temps que notre mandat ce cycle de conférences de Sciences pour tous, qui est une série gratuite. Ce sont des chercheurs enseignants bénévoles. Et ce soir, Monsieur Cordopatis est de l'Observatoire Côte d'Azur, mais il vient aussi donc des personnes du CNRS, Sophia Antipolis, l'université. Et nous abordons donc notre 3e année qui commence en septembre, comme les années scolaires. Et les thèmes abordés sont et scientifiques et souvent aussi historiques. Là, le mois prochain, il y aura donc une conférence qui sera sur la mer et les océans et les enjeux au XXIe siècle. Et puis, en décembre, il y aura une conférence sur le foot et les maths. Et donc, vous voyez, c'est particulier. Voilà. Et on aura aussi, alors celle-là, elle me plaît beaucoup, c'est une conférence au mois de novembre sur les arbres remarquables des Alpes-Maritimes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très diversifié. Donc, on entame notre 3e année. Et cette fois-ci, compte tenu du thème, et donc Sonia, qui est habitante du village, mais donc dont le fils est à l'Institut Saint-Pierre dans l'Ain, et ce sont des petits amateurs d'astronomie. Elle a souhaité donc que ça soit diffusé en direct, et donc avec l'école et les parents d'élèves, on a donc accordé donc ce soir, avec l'accord évidemment du conférencier, cette conférence en direct. Voilà, en principe c'est beaucoup plus bon enfant, mais bon, ce soir c'est officiel. Voilà. N'hésitez pas, le programme de toute façon, on va reprendre le micro. Le programme de toute façon des conférences sera en ligne et n'hésitez pas, sur le site. On l'annonce 3 semaines avant. L'annonce est faite 3 semaines avant et vous aurez tout à loisir. Ce soir, il y a un petit noyau. Nous avons un noyau à peu près d'une 20aine de personnes, de fidèles. Et voilà, donc depuis 3 ans, on a ce noyau pour notre petit village, quel que soit le thème. Voilà, on a quand même des curieux et on en sort toujours, même si le thème est un petit peu des fois dur, hard, on en sort toujours enrichi. Voilà. Tout à fait. Juste pour terminer, nous vous souhaitons une bonne conférence. Je vais me mettre à ma place pour essayer de voir les questions des enfants. Et nous avons quand même également oublié les cours à l'EVS, l'espace de vie sociale de Bonson, qui est animé par des bénévoles et qui offre tout un ensemble de cours proposés qui va de l'English, thank you very much Pascal, qui va de la vannerie, qui va de la couture, qui va au crochet, qui va à la cuisine, qui va au patois, qui va... et nous remercions l'ensemble de ces personnes, comme par exemple Monsieur René Casara, qui s'occupe de l'olivet communal. Nous sommes la plus grande olivet du département, avec une olivet communale et des olivets privés. Donc c'est tout un ensemble de personnes bénévoles qui s'investissent au sein de notre village, tout comme les conférenciers bénévoles qui nous permettent d'avoir ce partage de connaissances. Avec plaisir. À vous. Merci. Merci à tous d'être venus. Merci pour cette introduction. Je sais pas. Alors, je vais prendre ce micro et bonsoir à tous ceux qui sont en ligne aussi. J'espère ne pas être trop un cauchemar pour
vous qui allez le cadrer, j'aime bien être debout et montrer sur l'écran et je vais essayer de me déplacer le moins que possible. Mais voilà. Donc merci à tous d'être venus. Donc voilà, je me suis présenté rapidement. Permettez-moi de vous dire aussi que donc, je suis... mon thème de recherche, c'est la Voie lactée. Et donc comment la Voie lactée s'est formée, quelle a été son évolution, d'où nous venons, où est-ce que nous allons. Et donc sur cette présentation, je vais vous parler un peu donc, de l'histoire de la Voie lactée. Ce n'est pas vraiment mon domaine, c'est plus des propres recherches personnelles et de mes propres documentations que j'ai pu faire au cours du temps pour me documenter sur ce sujet passionnant et j'espère retransmettre cette passion. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est donc la Voie lactée, des récits mythologiques aux satellites Gaïa et jusqu'aux connaissances que nous avons scientifiquement sur notre galaxie. Alors, depuis la nuit des temps, l'être humain, ne serait-ce que pour s'orienter ou alors pour l'agriculture ou pour des raisons astrologiques, il a commencé à nommer certaines étoiles dans le ciel, premièrement les plus brillantes, ou certaines qui avaient des caractéristiques bien spécifiques. Et avec le temps, non seulement il n'a pas nommé uniquement les étoiles, mais certains gros groupements d'étoiles, ce qu'on appelle les constellations. Alors, sur cette image de Johannes Hevelius, un astronome néerlandais de 1687, on peut voir ces très beaux dessins où il y a les différentes constellations, ce qu'on appelle boréales, celles qu'on voit de l'hémisphère nord, et les constellations australes que l'on voit de l'hémisphère sud. Et donc, on peut voir toutes les constellations possibles et imaginables, certaines qui ont disparu, telles que Argo. Alors, les étoiles n'ont pas disparu, le nom de la constellation, maintenant, on l'appelle différemment. C'est la Carène. Et également, il y a quelques autres constellations que j'ai mis en exergue ici. C'est mes préférés pour différentes raisons, soit parce que j'aime bien le dessin, soit parce que j'aime bien l'histoire qu'il y a derrière le mythe qui est attaché. Donc, notamment, on peut voir Castor et Pollux, ici, Persée, qui est près d'Andromède. On va reparler d'Andromède par la suite. Le Sagittaire, ici, qui est donc à la fois à l'hémisphère nord et à l'hémisphère sud, on va en parler. Et Orion, que là, dans cette configuration, on voit Orion dans l'hémisphère sud. On peut également voir Orion de l'hémisphère nord, d'ici, notamment. Ce que vous ne voyez sans doute pas, et je ne sais pas à quel point ce que les gens en ligne peuvent voir, c'est que dispersés sur cette image, il y a des petits points, des petites étoiles qui figurent, qui traversent l'ensemble du ciel, de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, que j'ai ici mis en exergue pour que vous puissiez suivre. Et donc ces étoiles-là, c'est notre sujet de discussion d'aujourd'hui, c'est la Voie lactée. Okay. Et donc la Voie lactée, je ne sais pas combien d'entre vous, j'imagine que de bon son, on peut voir la Voie lactée assez régulièrement. Peut-être que la plupart d'entre vous l'avez déjà vue à l'œil nu. Alors j'enseigne également à l'université, et puis j'ai tendance à poser la question aux étudiants tout innocents de première année de fac, combien d'entre eux ont déjà vu la Voie lactée? Et il y en a de moins en moins chaque année, parce que bien que ce soit un objet qui parcourt l'ensemble du ciel, qui soit relativement brillant, on ne le voit plus dès qu'il y a un peu de pollution lumineuse, notamment lorsqu'il y a la Lune qui est un peu pleine, la pleine Lune typiquement on ne la voit pas, ou alors en pleine ville, à Nice, avec la pollution lumineuse des différents lampadaires, on voit de moins en moins d'étoiles et fatalement, on voit de moins en moins la Voie lactée. Et donc ici, il s'agit d'une photo qui a été prise sur le plateau de Cossol, au-dessus de Grasse, sur un des sites de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et donc on voit bien donc la Voie lactée ici, donc, qui a donc une forme de nébuleux ou de nuage. Alors, si on pouvait éteindre encore plus les étoiles, donc ça représente bien le problème de les étoiles, la lumière. Oui, ça représente bien le problème de pollution lumineuse, voilà. Donc qui fait qu'on n'arrive pas à voir dès qu'il y a un peu de pollution. On peut rallumer tout de suite après, mais on peut rester comme ça me convient très bien. Donc, si on arrivait à éteindre l'ensemble des lumières de la ville, on serait émerveillé par le ciel. Et donc, là, je vous montre une image, un collage d'artistes, on appelle ça. Donc,
de Thierry Cohen, où on voit donc il a pris une photo à partir de la même latitude que Paris, et donc il a fait ce collage, donc le ciel que l'on verrait de Paris s'il n'y avait aucune pollution lumineuse, avec en avant-plan le Louvre dans l'obscurité. Et on voit donc que c'est quelque chose qui est assez magnifique et assez impressionnant. Donc on ne peut pas nier que l'humanité, depuis très très longtemps, depuis le début de son histoire, a remarqué cet objet et s'est posé des questions et a pu construire des mythes et essayer de chercher des explications concernant cet objet. Et donc, il est impossible en pratique de séparer l'histoire de la compréhension de la Voie lactée de l'histoire de l'humanité ou alors de la science et de la philosophie. Et notamment, on retrouve des mythes donc, autour de la Voie lactée dans les quatre coins du globe, chez les Grecs et autour de la Méditerranée, les Amérindiens, les Égyptiens, les Chinois. Certains philosophes les plus brillants se sont frottés à la question. Donc, notamment, on a Platon, Aristote, Ptolémée, on a Kant, on a Laplace. Et donc, certains grands scientifiques également ont énormément contribué pour notre compréhension de cet objet. Notamment, on peut citer donc, Galilée, Kepler, Thomas Wright, je vais reparler, Herschel, jusqu'à nos jours, où donc, c'est le consortium Gaïa qui comporte près de 300 à 500 chercheurs en Europe principalement, qui donc, on étudie cet objet de tous les côtés. Et donc, sur la gauche, on voit ici également une photo de la Voie lactée. C'est une longue exposition à partir du site de Stonehenge en Angleterre. Donc, je commence avec la première partie de l'exposé et donc vous présenter un peu les mythes qui sont autour de la Voie lactée et les légendes. Alors, sur ce tableau qui comporte beaucoup d'informations, qui est un peu indigeste, qui néanmoins, je l'ai extrait d'un livre de Chaberlot aux éditions CNRS qui parle précisément des mythes autour de la Voie lactée. Et donc on peut voir sur les différentes lignes, les différentes régions du monde dont je vais parler. Donc on a l'Europe du Sud, du Nord, l'Europe centrale, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique. Et sur les différentes colonnes, c'est les différentes catégories de mythes et de légendes qui sont associées à la Voie lactée. Alors on peut voir notamment, et je vais revenir sur ça, qu'il y a certaines régions du monde, notamment donc, prenons l'Europe du Sud, méditerranéenne, il y avait plusieurs mythes qui pouvaient coexister pour expliquer donc l'origine et la nature de la Voie lactée. Donc je ne vais pas tout vous présenter, parce que premièrement j'en serais incapable, mais donc je vais principalement vous parler de ces 4 mythes ici que j'ai entourés en rouge, le mythe qui est associé au jet de lait, au chemin céleste, à la demeure des dieux, au fleuve céleste également. Et donc, je vais commencer par le fleuve céleste que l'on retrouve à peu près dans plusieurs régions du monde, et notamment en Asie. Et je vais vous présenter le mythe de la tisserande des nuages, qui est une fée, et donc du bouvier, qui est un mortel on appellerait donc un pauvre mortel qui n'a pas une grande richesse à part son animal favori qui a des pouvoirs supernaturels. Et donc l'histoire veut que le bouvier était malheureux dans sa famille et son bovin lui propose de quitter sa famille, d'aller vivre tout seul pour s'épanouir. Il propose d'aller dans une rivière bien particulière où il trouverait 7 fées qui seraient en train de prendre leur bain. Et donc, s'il volait les habits de l'une d'elles, celle-ci tomberait amoureuse de lui, et donc pourrait ensuite avoir une vie épanouie et donc heureuse en tant que couple. Le bouvier fait cela. Le couple tombe instantanément amoureux, ils ont une liaison, ils ont même des enfants, jusqu'au moment où la mère de la tisserande, qui est donc une divinité, se rend compte que sa fille n'est plus au ciel comme elle devrait, parce qu'elle doit donc tisser les nuages, et donc elle décide de la prendre et de la ramener dans le ciel, loin de son amoureux qui est mortel et que donc elle n'était pas en accord avec cette union.
Le bœuf conseille alors au bouvier plutôt le bouvier demande à son animal de lui exaucer un vœu, qui est donc de le transporter du coup dans le ciel pour suivre son amoureuse, chose que le bœuf fait. Et puis donc du coup maintenant les deux amoureux se retrouvent dans le ciel, unis à nouveau. Mais dès que la mère de la Tesserande voit que le bouvier est en train de la suivre, vu qu'elle n'est pas d'accord avec cette union, elle décide de tracer dans le ciel un fleuve qui les séparera à jamais. Et donc le mythe veut que la Tesserande soit ce qu'on appelle de nos jours l'étoile Vega. Et de l'autre côté de la Voie lactée, il y a une autre étoile brillante qu'on appelle Altaïr, qui serait donc associée au bouvier. Et donc qui sont séparés presque à jamais. Je crois que le mythe dit que le 7e jour du 7e mois, ils peuvent se réunir de façon un peu... voilà, exactement. Et donc c'est un mythe que l'on retrouve en Chine, au Japon et en Corée. Également, il y a un mythe qui est à peu près équivalent, qui est le mythe des chemins célestes ou de traces célestes, que l'on retrouve également un peu partout dans le monde. Et donc, par exemple, chez les Finnois et les Estoniens ou les Lapons, les peuples du Nord, la Voie lactée, comme je vous ai montré au début, donc ça parcourt l'ensemble du ciel et dans une direction plutôt vers le sud. Et donc, ce serait la route empruntée. Donc, la Voie lactée serait la route qu'empruntent les oiseaux migrateurs pour aller vers le sud en hiver ou pour revenir vers le nord en été. Pour les Indiens d'Amérique du Nord, ce serait la trace que les âmes laissent derrière elles lorsque elles vont vers les cieux. Donc, de la même façon que lorsqu'on marche sur du gazon et on est plusieurs à faire ça, le gazon va un peu se détériorer et puis il y aura une trace. De cette même façon, lorsque les âmes marchent dans le ciel, alors elles laissent une trace derrière elles. Un chemin à peu près équivalent se retrouve chez les hindous avec le chemin de Yama. Et une autre légende que je trouve assez sympa, vient des Indiens Cherokees, qui serait plutôt donc un chien qui serait rentré dans une tente, qui aurait attrapé un sac de farine de maïs et qui donc aurait été chassé par donc, les habitants de cette tente et qui donc aurait laissé derrière lui une trace de farine dans le ciel, qui serait donc la Voie lactée. Plus proche de nous, maintenant, on a également le chemin de Compostelle, pour ceux qui parlent donc un peu latin, espagnol ou italien. Compostelle, c'est Campo di Stelle, et c'est le champ d'étoiles. Et donc, c'est le chemin que suivent les pèlerins venant du nord pour arriver à leur lieu sacré. Et en l'occurrence, ici, c'est le tombeau de Saint-Jacques à Saint-Jacques de Compostelle. Donc ici, on voit cette animation avec le pèlerin qui suit la Voie lactée. C'est une animation une illustration qui date de 1493. La Voie lactée a également été donc le lieu de la demeure des dieux. On peut retrouver cette légende notamment chez les Grecs et les Romains. Et donc c'est le lieu où reposent en particulier les âmes entre deux passages successifs dans un corps, ou lorsque la réincarnation est finie, donc ils vont se reposer à jamais là-bas. Et donc, dans des Republica de Cicéron, de 50 avant Jésus-Christ, on peut trouver ce texte que je vais vous lire tout de suite. Mais donc il y a cette illustration ici qui est donc que l'on peut retrouver dans le commentaire au songe de Scipion. Et donc il y a Scipion qui est en train de dormir et dans son sommeil, il y a son père qui vient lui rendre visite et lui dit donc Scipion, cultive la justice et la piété, car cette vie-là est la voie vers cette assemblée de ceux qui, libérés de leur corps, habitent les lieux que vous appelez la Voie lactée. Et on peut voir sur cette illustration donc Scipion qui est en train de dormir. Donc là, je vais revenir sur cette vision du monde. On a donc le monde tel que vu par l'Antiquité, avec la Terre au milieu, les différentes sphères où il y a les différentes planètes qui tournent. Et donc, ce losange ici représente la Voie lactée. On peut voir d'ailleurs, donc il est un peu plus sombre, il y a différentes étoiles. Et donc, dans la Voie lactée, il y a toutes ces âmes qui ont cultivé la justice et la piété au cours de leur vie. Alors, ce qui est intéressant, la raison pour laquelle je présente cette légende, c'est que la chrétienté étant ce qu'elle est,
lorsqu'elle est arrivée, elle a voulu un peu détruire les idoles précédentes et les légendes précédentes, et donc a essayé donc d'annuler cette vision qui pouvait exister sur la Voie lactée, qui était un lieu où les bonnes âmes, on peut dire, habitaient. Et on peut voir cette illustration ici de 1435. Cette fois-ci, c'est un démon qui est en train de garder ce losange qui représente la Voie lactée. On peut trouver dans un texte d'un astrologue écossais, Michael Scott, le texte suivant à propos de la Voie lactée, que pour ceux qui sont nés sous la constellation Galaxia, la Voie lactée, ils seront toujours malades, misérables, pauvres et dans la désolation. Et de ce fait, ils passeront leur vie à l'hôpital et ils seront malchanceux. Rien que ça. Donc ça, c'est un texte qui date du XIIe siècle. Mais la dernière famille de mythes que je vais vous présenter, c'est celle du jet de lait, qui a une importance particulière, que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, on retrouve ce mythe chez les Grecs et les Romains, mais donc le mythe en particulier que je vais vous présenter, mais le jet de lait, on le retrouve dans différentes régions du monde également. Et il a été donc dessiné notamment par Tintoret et Rubens de façon très majestueuse, et j'ai représenté les tableaux ici. Alors, le mythe est le suivant, c'est le mythe de la naissance d'Héraclès ou d'Hercule. Et donc, Héraclès est le fils de Zeus, le roi des dieux, et d'une mortelle, Alcmène. Alors, pour que Hercule puisse accéder à l'Olympe, il faut qu'il s'abreuve de lait divin. Et Zeus n'a pas de meilleure idée que d'envoyer Hermès prendre Hercule et l'emmener au sein de sa femme, qu'il a trompée avec Alcmène, pour qu'il s'abreuve de lait divin. Donc, on a Hermès qui arrive voir Héra, la reine des déesses, et qui place donc Hercule en son sein pour qu'il s'abreuve du lait, pour qu'il devienne fort et qu'il puisse un jour accéder à l'Olympe. Hercule étant Hercule et Héra étant Héra, celle-ci donc se réveille, elle voit en son sein un enfant qui n'est pas le sien, réaction tout à fait naturelle et humaine finalement, elle repousse l'enfant et de son sein jaillit du lait, et là également des étoiles, partout dans le ciel, qui va constituer donc littéralement la Voie lactée. Donc le terme Voie lactée provient de ce mythe, et de façon également intéressante, le terme galaxie veut dire en grec la voie de lait, gala étant le lait. Okay. Donc moi-même, je ne me suis pas présenté, je n'ai pas dit ceci, donc je suis d'origine grecque, donc galaxie, vraiment en grec veut dire, gala veut dire lait. Et les enfants vous disent la Voie galactée, vraiment. Ah oui, je ne savais pas, ok. Je vous assure. C'est... Pourquoi pas? Tout à fait. Donc voici le mythe d'Héraclès. Et donc d'où la Voie lactée tire son nom. Donc voilà, je vais m'arrêter ici concernant les mythes et je passe à la deuxième partie qui donc concerne l'historique des découvertes sur la Voie lactée. Parce que bien qu'en Grèce antique, il y avait plusieurs mythes qui coexistaient pour expliquer la Voie lactée, ça n'empêchait pas les savants de l'époque de se poser des questions et d'essayer de répondre soit philosophiquement, soit scientifiquement à la question concernant son origine. Et donc on a Anaxagore, en moins 450 avant Jésus-Christ, qui émet l'hypothèse que la Voie lactée est une partie de la sphère céleste qui est non éclairée par le Soleil. Et donc ce que l'on voit ici dans le ciel, en gros, c'est l'ombre de la Terre dans le ciel. Démocrite, un demi-siècle plus tard, suggère l'idée qui va s'avérer être correcte, qu'il s'agit au fait d'un rassemblement d'étoiles tellement dense dans le ciel que notre œil n'arrive pas à les séparer. Donc c'est ce qui donne cet aspect laiteux. Mais malheureusement pour l'histoire, cette hypothèse est rejetée par Platon, que l'on voit ici, pour différentes raisons. Et donc Platon faisant office donc de référence à l'époque, l'idée de Démocrite va mettre beaucoup de temps avant qu'elle soit remise à jour et qu'elle soit suivie par les scientifiques. Aristote, un des disciples de Platon, on voit ici Aristote,
en moins 350, suggère que la Voie lactée est une grande sphère tournant autour de la Terre. Et notamment, il y a des exhalaisons brûlantes situées sous la sphère de la Lune. Pour Aristote, la Voie lactée la Lune se trouve plus loin que la Voie lactée. Pour Aristote, petite parenthèse, le monde céleste est parfait et tout doit suivre des mouvements circulaires. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, hein, c'est un tout autre chapitre de l'histoire de l'astronomie. Mais en voyant la Voie lactée qui avait donc cette forme un peu non parfaite, comme un nuage, elle devait donc du coup forcément se retrouver plus proche de la Terre, qui est un monde imparfait, corruptible, et donc loin des sphères célestes et des objets sphériques parfaits, qui sont donc les différentes planètes et les différentes étoiles. Donc les premières cartes du ciel que l'on connaisse donc, datent de 300 avant Jésus-Christ, notamment donc, de Timocharis et d'Aristide d'Alexandrie. Cette carte ne nous parvient pas. La première carte qui nous parvient, en revanche, date de 150 avant Jésus-Christ, de Hipparque de Nicée. Alors, et je vais passer les prochaines diapos vous expliquer comment est-ce qu'on cartographie le ciel. Il y a juste 2 diapos un peu techniques, et après, croyez-moi, ce sera plus facile à suivre. Alors, cartographier le ciel revient en astronomie donc à mesurer la position relative d'étoiles dans le ciel, donc revient donc à mesurer des angles dans le ciel. Okay. En l'occurrence, donc ici je représente un petit observatoire. Il y a la Lune sur votre droite, la Grande Ourse ici, et notamment donc quels sont ces angles-là. Petite parenthèse donc pour vous expliquer ceux qui ne sont pas familiers avec la trigonométrie. Donc de l'horizon qui est en face de moi jusqu'au-dessus de ma tête, hein, donc à la verticale, il y a un angle de 90 degrés. Les 2 étoiles à la base de la Grande Ourse, cette fois-ci, c'est 5 degrés. Typiquement, à bras tendu, c'est l'épaisseur de 3 doigts dans le ciel. Okay. Le pouce, c'est à peu près 2 degrés. Le diamètre de la Lune, qui est un des objets quand même les plus gros que l'on puisse voir à l'œil nu, donc fait à peu près 1 demi-degré. Donc il est plus petit que la Lune et plus petit que le pouce. Faites l'expérience la prochaine fois que vous allez voir la pleine Lune. Vous allez voir bras tendu avec le pouce. Si vous visez la Lune, elle est plus petite que votre pouce. Et donc du coup, vu que la Lune est un des objets les plus grands que l'on voit, en astronomie, pour mesurer la position relative de toutes les étoiles, on va mesurer des tout petits angles. Okay. Plus petits que 0,5 degrés typiquement. Donc on sera à des dixièmes, centièmes, millièmes, millionièmes, on va voir de degrés de précision. Et donc, voilà, 1 degré, une précision d'1 degré, c'est le petit doigt à bras tendu. Et donc maintenant, on se retrouve ici, je vais vous montrer, donc ce sera un peu mon fil conducteur des prochaines diapos. On a donc la précision avec laquelle on arrive à cartographier les étoiles en fonction du temps. Et donc là, on a Hipparque, on a dit à moins 150, où il cartographie à peu près l'ensemble des étoiles que l'on pouvait voir à l'œil nu, avec une précision donc de à peu près 1 degré. Okay. À peu de choses près, pour caricaturer, il prenait ses instruments, il pointait dans le ciel, il notait, et puis il allait, etc. Donc il a fait ça sur 1000 étoiles. La précision, donc, c'est à peu près donc, 2 fois la taille angulaire de la Lune. 3 siècles plus tard, arrive Ptolémée, qui, étant un bon scientifique, a l'idée suivante, qui dit « Je vais refaire les mêmes mesures qu'Hipparque a fait 3 siècles avant, l'ensemble des ciels. » Donc, les instruments ne sont pas améliorés extrêmement en 3 siècles à cette époque. Hein. Et donc, il a à peu près la même précision sur la position des étoiles. Il mesure la position du même millier d'étoiles. Et il trouve que les étoiles, en 3 siècles, ne se sont pas déplacées. Elles sont toutes à la même position dans le ciel. L'une par rapport à l'autre, toujours. Hein. Et donc, il en déduit, avec les données qu'il avait, il ne pouvait pas faire différemment, que les étoiles sont fixes dans le ciel. Elles ne se déplacent pas.
Il construit donc l'univers qui va faire office dans le monde des savants pendant plusieurs siècles, quasiment donc 15 siècles si je ne me trompe pas. Où on a donc la Terre au milieu, un monde imparfait, corruptible, où il y a donc les éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. On a les différentes sphères concentriques sur lesquelles se baladent la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et le gardien du temps qui est Saturne. Et tout à l'extérieur, donc au-delà du 7e ciel, donc, on a la sphère des étoiles fixes, où se trouvent également toutes les constellations. Et donc, ce modèle-là, donc, comme je dis, va persister en Europe et dans le monde arabe pendant plusieurs siècles, près de 15 siècles. Et vu que les étoiles, d'après donc Ptolémée, sont fixes, elles n'attirent plus particulièrement l'intérêt des astrologues. Et donc la Voie lactée tombe dans l'oubli scientifique, en Europe du moins, pendant à peu près donc 1500 ans. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Néanmoins, dans le monde arabe, certains savants se posent des questions concernant sa nature, et notamment on a Al-Biruni vers l'an 1000, qui donc reprend un peu l'idée de Démocrite, mais pas exactement. Donc pour qui donc la Voie lactée, ce serait des fragments innombrables d'étoiles, mais pas des étoiles en points, mais plutôt des nébuleuses, des petits nuages innombrables qui sont l'un à côté de l'autre. Al-Jaziyya, 3 siècles plus tard, dit que c'est en revanche des myriades d'étoiles très très proches, indiscernables à l'œil nu, mais, on va voir par la suite pourquoi c'est important, situées toutes sur la sphère des étoiles fixes. Okay, donc elles sont toutes à la même distance. Et donc, maintenant on est à peu près 1600, on fait toujours les mêmes mesures du ciel, les mêmes étoiles, 1000 étoiles, avec une précision guère meilleure que ce que Hipparque avait fait donc 15 siècles au préalable. Mais arrive un savant, philosophe, disons, qui a énormément contribué philosophiquement en astronomie, qui est Giordano Bruno, qui était donc un chanoine qui est mort pour ses convictions. Il a notamment dit que les étoiles sont des soleils qui peuvent abriter également des planètes qui tournent autour, hein. Et donc ça n'a pas plu à l'Église forcément, donc c'est pour ça qu'il a été tué. Mais donc, notamment, la première, toute petite parenthèse, la première exoplanète a été découverte en 1995, si je ne me trompe pas, donc bien 4 siècles après ce que Giordano Bruno a dit. Néanmoins, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas ce qu'il a dit sur les planètes tournant autour des autres étoiles. Il a dit que l'univers est pourvu de profondeur et que les étoiles se trouvent partout. Ceci, philosophiquement, est très puissant. On passe d'un système d'univers fermé, comme ça, avec la sphère des étoiles fixes, à ça. Et donc, tant qu'on n'a pas réalisé cela, on a beaucoup de mal à comprendre toutes les observations qui peuvent être associées à la Voie lactée. Alors, ceci est juste un concept qu'il a émis. À ma connaissance, il n'avait pas fait des mesures scientifiques qui étaient associées à ça, mais il fallait que quelqu'un y pense et que quelqu'un le dise. Et donc, on arrive à un autre grand astronome, qui est donc Tycho Brahe, qui donc est un astronome danois, qui a toujours donc effectué donc les mesures sur ces 1000 étoiles à partir de son observatoire à Oranienborg, donc une île au large de Copenhague. Il a réussi à convaincre le roi du Danemark à lui offrir une île et à construire un observatoire. Ici, on voit Tycho Brahe, donc il avait des énormes sextants, et donc il arrive à mesurer donc la position des étoiles avec une précision de 1 millième de degré. Alors 1 millième de degré, c'est l'épaisseur d'une carte bleue vue d'une distance de 2 mètres. Okay, alors, je n'ai pas mon porte-monnaie ici pour illustrer à quoi ça correspond, mais voilà, c'est cette précision-là. Okay. Et pourquoi est-ce que j'ai cité Tycho Brahe? Car
il a effectué la carte la plus précise du ciel avant que Galilée arrive avec sa lunette astronomique. Et donc, Galilée, que l'on voit ici, a eu l'idée de prendre une découverte des Hollandais, qui était donc la lunette, qui avait été utilisée pour des raisons pour observer les navires au loin, mais de la retourner vers le ciel. Et donc il a perfectionné cet outil, et on peut voir ici, dans le livre qu'il a écrit, qu'il a publié en 1610, Le Messager céleste, ou Sidereus Nuncius, on peut voir ici un dessin qu'il a fait. On peut voir en grand les différentes étoiles visibles à l'œil nu, et en plus petit, ce qu'il a vu en pointant sa lunette astronomique, qui avait donc une multitude d'étoiles supplémentaires que l'œil nu, que l'œil tout seul n'arrivait pas à voir. Et donc, il écrit dans Le Messager céleste que la galaxie n'est rien d'autre qu'un amas d'étoiles innombrables, et quelle que soit la région vers laquelle on dirige la lunette, aussitôt une immense foule d'étoiles s'offre à la vue. Donc, on rejoint enfin l'idée de Démocrite en moins 450. Et pour Galilée, il continue. Toutes les disputes qui ont durant tant de siècles torturé les philosophes sont détruites par l'évidence de la perception et nous voilà libérés de discussions verbeuses. Il avait en partie raison, mais heureusement pour lui, il y a plein d'autres questions qui se posent une fois qu'on a fait cette découverte. Et c'est ce à quoi, moi personnellement, à titre personnel, j'essaie de répondre avec mes recherches. Donc maintenant, on a un nouvel objet qui nous permet de voir beaucoup plus d'étoiles que les 1000 que Hipparque, Ptolémée ou Tycho Brahe avaient observé. On se retrouve donc avec des catalogues de 3000 étoiles, avec le catalogue de Flamsteed, un astronome anglais, ou un astronome français, Jérôme Lalande, ici avec un catalogue de 40 000 étoiles, avec une précision à peu près donc 1 millième de degré, qui est donc l'épaisseur de la carte bleue, cette fois-ci non pas vue de 2 mètres, mais vue d'une distance de 50 mètres. Donc vraiment une précision très très grande sur la position des étoiles dans le ciel. Et donc à partir de tels catalogues, 40 000 étoiles avec une grande précision, on commence à avoir une vision globale de ce qui se passe. Et on a un gars que j'apprécie beaucoup, je suis en train de traduire son livre de l'anglais en français et en grec, donc qui a publié en 1750 le livre suivant. Donc à l'époque, on écrivait des livres avec des très grands titres, donc je vais le traduire. Donc il a publié une théorie originale ou bien une nouvelle hypothèse sur l'univers, basée sur les lois de la nature et en résolvant des principes mathématiques pour expliquer les phénomènes généraux de la création visible et en particulier de la Voie lactée. Et dans son livre, qui fait une centaine de pages, il explique toutes les différentes observations qui ont pu être faites depuis l'Antiquité. Il essaie de tirer certaines conclusions à quoi pourrait ressembler la Voie lactée. Et donc on peut voir différents modèles, dont notamment un où la Voie lactée serait donc une strate d'étoiles, où on se trouve ici. Si on regarde dans cette région, en fait, on voit plusieurs étoiles qui sont juxtaposées l'une à côté de l'autre, donc on n'arrive pas à les décerner. Donc c'est ce qui crée la bande de la Voie lactée. Et si on regarde dans d'autres directions, on a beaucoup moins d'étoiles au-dessus de nous. C'est là où on voit des étoiles sans voir la Voie lactée. Il a également développé d'autres modèles où donc autour de nous, on a une sphère d'étoiles fixes avec d'autres, des anneaux concentriques dans lesquels se trouvent les différentes étoiles. Et donc ce serait la projection de ces anneaux concentriques qui ferait la Voie lactée, donc cette bande dans le ciel. Et il admet qu'il ne peut pas dire, à partir des observations, s'il y a 2 ou 3 ou plus d'anneaux autour de cette sphère centrale. Néanmoins, donc, cette idée-là est quelque chose qui commençait à s'approcher de la réalité. On arrive maintenant, donc, 35 ans après la publication de Thomas Wright, et on a donc Caroline Herschel et son frère William qui construisent leur propre télescope. Ils sont en Angleterre, au sud de l'Angleterre. Et ils publient donc, ils construisent un télescope d'1,20 m de diamètre et ils comptent les étoiles dans à peu près 700 directions différentes. Ils les comptent. Et donc ils font la supposition suivante, que les étoiles sont toutes de la même taille que le Soleil
et que donc, s'il y en a certaines qui brillent plus que d'autres, c'est tout simplement parce qu'elles sont plus proches ou plus loin. Donc, à partir de la brillance des étoiles, ils vont essayer donc de faire cette première carte tridimensionnelle, basée donc sur des observations, la première carte tridimensionnelle de la Voie lactée. Et voici ce qu'ils publient donc dans On the Construction of the Heavens, où on a le Soleil au centre, et donc toutes les différentes étoiles qu'ils ont pu compter et observer dans les 700 directions. Et notamment, il y a 2 directions ici, où ils voient que la Voie lactée s'étend un peu plus, et il y a plus d'étoiles. Et à partir de là, donc ça c'est une carte à 2 dimensions de la Voie lactée, ils construisent leur modèle tridimensionnel, où on a donc toujours le Soleil au centre, et donc là, cette bifurcation ici, cette fourche qui correspond à cette bifurcation ici. Et donc conceptuellement, là, on en arrive à un autre point, qu'ils déduisent ou ils trouvent, ils suggèrent que la Voie lactée n'est pas un objet infini, mais qu'il a des tailles, qui est un objet qui a certaines limites. Je reviens sur ce graphique avec la chronologie et la précision. Et donc maintenant on arrive en 1839 avec la découverte d'une autre technologie qui est la photographie, qui va également révolutionner l'astronomie. Parce que celle-ci maintenant permet de faire des mesures plus précises. En effet, il suffit de prendre une photo du ciel et au lieu de regarder le ciel et de noter, alors maintenant on prend la photo et puis on peut faire des mesures directement sur la plaque photographique avec un compas, une règle et tout ce qui est nécessaire. Notamment aussi, on peut également passer la plaque photographique au collègue qui va effectuer les mêmes mesures pour comparer si je me suis trompé ou pas. Avant, c'était basé uniquement sur les observations d'un seul astronome où ils avaient du mal à vérifier la validité des mesures. Également, on peut faire des observations plus profondes. L'œil, qu'il soit derrière un télescope ou à l'œil nu, donc il y a l'image qui se rafraîchit plusieurs fois par seconde. Donc ce qu'on appelle les photons, les grains de lumière qui proviennent des étoiles, une fois qu'il a frappé l'œil, il disparaît. L'œil fait un reset. En revanche, avec la plaque photographique, on peut faire une exposition de plusieurs minutes, plusieurs heures, et recevoir de la lumière d'étoiles que même derrière un télescope, l'œil ne pourrait pas voir. Et donc, du coup, maintenant, on peut faire des mesures dans le ciel de plusieurs centaines de milliers d'étoiles. Donc, notamment, on a la carte de l'astronome allemand Argelander, 324 000 étoiles avec une précision de 1/10 millième de degré. On en arrive au XXe siècle. Je crois que presque tous, à part peut-être là-bas au fond, on est tous nés dans le XXe siècle, donc le siècle dans lequel nous sommes nés. Et sans doute, il y a beaucoup d'internautes qui sont nés au XXIe siècle. Bref, dans tous les cas, il y a Arlo Shapley, en 1918, qui étudie certains objets, des étoiles qu'on appelle variables, c'est des étoiles pulsantes, dont la luminosité change en fonction du temps. Et puis on avait trouvé, une dizaine d'années plus tôt, que plus la période de pulsation était longue, plus l'étoile avait une brillance intrinsèquement grande. Donc du coup, on connaissait quelle était la véritable brillance d'une étoile. Et donc juste en voyant donc quelle était la brillance que l'on recevait, on pouvait déterminer la distance des différents objets. Donc il a étudié ce qu'on appelle des objets, des amas globulaires. C'est des amas d'étoiles qui, on peut considérer qu'ils sont tellement loin de nous que même si c'est des sphères, elles sont toutes à la même distance de nous. La profondeur de la sphère est négligeable. Donc, c'est supposé être une animation. On voit certaines étoiles qui pulsent ici. Donc, il mesure la pulsation de l'ensemble des étoiles. Il détermine la distance des amas globulaires. Non pas d'un seul, mais de plusieurs amas globulaires que l'on peut retrouver dans la Voie lactée. Il fait ça pour, de mémoire, une vingtaine d'amas globulaires. Donc il détermine la distance de tous ces objets. Et que trouve-t-il? Il trouve que tous ces amas globulaires, ici, sont concentrés autour d'un point
qui n'est pas le Soleil. Le Soleil est là et que donc tous ces points ici se trouvent à une distance. Notamment, il y a une concentration par là, dans la direction de la constellation de Sagittaire. Okay. Et il en déduit que le Soleil n'est pas au centre de la galaxie. Et qu'en revanche, le centre de la galaxie est à peu près 60 000 années-lumière de nous. Ça, c'était en 1918. C'était, disons, presque il y a un siècle. Il y a un siècle, on ne savait pas que le Soleil n'était pas au centre de la Voie lactée. Je trouve ça fascinant. Donc cette distance de 60 000 années-lumière est une distance qui est surestimée pour différentes raisons. Je ne rentre pas dans le détail. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'on arrive en 1924, cette fois-ci, littéralement, il y a moins d'un siècle. L'astronome américain Edwin Hubble, vous connaissez peut-être parce qu'il y a un télescope spatial qui porte son nom, profite donc d'une coupure de courant en Californie pour aller très rapidement dans son télescope et observer donc de telles étoiles pulsantes en direction de la constellation d'Andromède et en particulier de la nébuleuse d'Andromède. La nébuleuse d'Andromède, on l'avait découverte depuis le Xe siècle et puis on savait que c'était un objet un peu particulier, on aurait dit un petit nuage, ce n'était pas une tache bien définie comme les étoiles, mais c'était un peu plus littéralement nébuleux. Et donc il trouve une étoile pulsante dans cette direction, puis il trouve que celle-ci se trouve à 700 000 années-lumière de nous. Juste, je reviens en arrière. 6 années plus tôt, Arlo Chaplet avait déterminé que le centre de la galaxie se trouve à 60 000 années-lumière. Donc là, maintenant, il trouve un objet à 700 000 années-lumière, un facteur 10 plus loin. Il se trouve qu'il s'est trompé sur la valeur. Cet objet se trouve à 2,5 millions d'années-lumière et pas à 700 000 années-lumière. Mais néanmoins, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on a découvert un objet qui était au dehors de la Voie lactée. Parce qu'en effet, on ne voyait rien entre à peu près, disons, une centaine de milliers d'années-lumière et 700 000 années-lumière, ou encore pire, 2,5 millions d'années-lumière entre nous. Donc c'est un premier objet extragalactique qui a été observé et confirmé. Et on sait de nos jours notamment que donc, la nébuleuse d'Andromède, que l'on va désormais appeler la galaxie d'Andromède, est une galaxie telle que la Voie lactée, qui comporte plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Et donc à partir de là, donc de 1924, on ne parle pas de la galaxie, avec un G, de la galaxie qui serait la Voie lactée, mais de plusieurs galaxies avec un G minuscule, qui donc sont donc tous ces objets qui potentiellement ressemblent d'une façon ou d'une autre à la nôtre, que l'on peut appeler galaxie avec un G majuscule, ou alors la Voie lactée. Et donc ceci fait référence notamment à ce que Emmanuel Kant a dit en lisant le livre de Thomas Wright, que je vous ai cité précédemment, où il a émis donc l'hypothèse qu'il y avait plusieurs univers-îles dans le cosmos qui sont tellement loin l'un de l'autre qu'ils ne peuvent pas forcément communiquer facilement. Voilà, c'est ça, je me trompais sur les diapos. Et donc du coup, on arrive à l'ère moderne. Maintenant, on est aux années 1990 et quelques. On a remplacé les plaques photographiques par des capteurs CCD qui sont plus précis, plus puissants. Et donc on arrive à des relevés tels que ppm, FK5 ou UCAC 1, 2, 3, qui comportent jusqu'à près de donc, 10 millions d'étoiles, avec une précision, cette fois-ci, donc de l'ordre de 1 100 millième de degré. 1 100 millième de degré, ce serait quoi? Ce serait mon ballon de basket que j'aurais laissé chez moi à Athènes, vu de bon son. Okay. Donc vraiment, c'est tout petit. Et on rentre maintenant aussi, aux années 1995 et après, à ce qu'on appelle l'astrométrie spatiale, un terme que je n'ai pas présenté. Donc c'est ces mesures d'angle dans le ciel, ce qu'on appelle l'astrométrie. Okay. Donc l'astrométrie spatiale est très importante car on est très vite limité sur Terre pour mesurer la position de ces étoiles par la turbulence atmosphérique. Donc on peut voir que les étoiles scintillent, et donc du coup, si on veut avoir des précisions meilleures que 1 100 millième de degré,
c'est compliqué, parce que l'étoile se déplace. Et donc il faut aller dans l'espace et mesurer, donc, sans être perturbé par l'atmosphère, ces étoiles. Et puis donc il y a une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui s'appelle Hipparcos, en hommage à Hipparque, qui donc va mesurer très précisément la position de 120 000 étoiles, avec une précision donc, de 1 millionième de degré. Et de nos jours, la mission pour laquelle je travaille, qui est la mission Gaïa, qui donc a déjà publié des catalogues avec à peu près 2 milliards d'étoiles, avec une précision de 1 milliardième de degré. Okay, donc Gaïa, contrairement à Hipparcos qui pointait des étoiles, Gaïa scanne le ciel de façon continue, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'étoiles, et également avec différents progrès technologiques, on peut avoir des mesures plus précises. Et donc 1 milliardième de degré, c'est quoi? C'est l'épaisseur d'un cheveu, prenons le mien, que je vais poser ici sur la table et qu'un collègue de moi à Brest regarderait. Donc c'est vraiment cette précision-là avec laquelle on connaît la position des étoiles dans le ciel. Autrement dit, si c'est un peu abstrait, c'est un touriste sur la Croisette ou sur la promenade des Anglais, vu de 3 fois la distance Terre-Soleil. Donc c'est vraiment des mesures très très précises. Et je vous remercie tous d'avoir été aussi sympas jusqu'à présent, de ne pas m'avoir interrompu pour me dire « Et alors, pourquoi est-ce qu'on veut chaque fois mesurer avec tellement de précision la position des étoiles ? 1 milliardième de degré, c'est de l'exagération, c'est de l'argent public, pourquoi est-ce qu'on dépense tout ça ?» Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Je vais vous répondre de façon purement scientifique. Ici, vous pouvez voir donc la carte du ciel la plus précise qui existe à ce jour, qui est la carte provenant de Gaïa, où chaque point lumineux ici, donc on connaît sa position donc avec une précision de 1 milliardième de degré. Alors, lorsqu'on connaît de façon aussi précise la position des étoiles dans le ciel, on peut voir les étoiles maintenant se déplacer. Donc, contrairement à ce que Ptolémée pensait que les étoiles étaient fixes dans le ciel, on peut littéralement les voir se déplacer. Et donc, pardon, je reviens un peu ici, donc ça c'est la carte du ciel, donc ça c'est une projection du ciel, donc c'est une sphère tout autour de nous, que ce soit l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, représentée en 2 dimensions. Donc ici, ce n'est rien, c'est pas que Gaïa n'a pas observé, donc c'est vraiment une projection bidimensionnelle d'un objet tridimensionnel. Donc ça c'est tel qu'on le voit. Mais vu que maintenant, Gaïa scanne le ciel à plusieurs fois, tous les mois, elle rescanne le ciel, la même région du ciel, on peut voir les étoiles se déplacer. Et donc sur cette animation, on va voir comment les étoiles se déplacent. On a accéléré le temps, on sait vers où elles se déplacent, et donc la longueur d'un de ces traits, je crois, dure à peu près 400 000 ans. Okay. Donc on peut voir comment l'ensemble du ciel, les étoiles, donc, se meut, comment toutes ces étoiles se déplacent. Et donc il y a une vision un peu cumulée. Donc maintenant, la longueur de chacun de ces traits est à peu près 2,5 millions d'années, si je ne me trompe pas. Donc on voit qu'il y a certaines étoiles qui se déplacent beaucoup, d'autres étoiles qui se déplacent moins. C'est extrapolé, tout à fait. Donc on sait vers quelle direction celles-ci se déplacent et on peut donc calculer leur déplacement dans le temps, vers où est-ce qu'elles iront. Et puis en effet, il nous manque une autre information essentielle qui est la distance des étoiles. On ne sait pas si une étoile se déplace lentement visuellement, on ne sait pas si c'est parce qu'elle est lente ou si elle est très très loin. Donc il faut connaître la distance des étoiles et avoir une mesure très précise de la position des étoiles dans le ciel. Je vais revenir si je ne vous ai pas convaincu sur ça par la suite. Et avoir une mesure très précise de la position des étoiles dans le ciel nous permet également de connaître la distance des étoiles. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui sont faites derrière. On peut soit supposer que les trajectoires sont circulaires ou elliptiques, ou alors on peut supposer, il y a des façons de le faire, une distribution de la matière dans la galaxie. Donc on peut dire, on sait que l'étoile se déplace dans cette direction à cette vitesse, on intègre le temps.
Ce n'est pas une trajectoire droite, tout à fait. Ah, tout à fait, oui. Donc là, c'est sur 2,5. Il y a des incertitudes, nous sommes d'accord. Mais a priori, je vais en revenir un peu vers la fin, les étoiles ne rentrent pas en collision entre elles. Dites-moi. Des galaxies rentrent en collision, tout à fait. Et je vais revenir sur la fin sur ça. En effet, il y a des galaxies qui rentrent en collision. Il y a certaines étoiles qui rentrent en collision. C'est typiquement des étoiles dans un environnement très dense, dans des amas globulaires, ou vers le centre de la galaxie. Je vais revenir sur ça. Mais les étoiles que l'on voit à l'œil nu, l'étoile la plus proche se trouve à 4,2 années-lumière. Et le diamètre d'une étoile par rapport à la distance caractéristique qui la sépare fait que c'est comme si vous prenez une balle, une bille, j'en prends moi une autre, on se la jette l'une envers l'autre. La probabilité que ces deux billes se cognent n'est pas nulle, mais elle est très très faible. Oui, mais ce qui m'impressionne, c'est que cette simulation, elle simule sur des millions d'années. Tout à fait. L'incertitude à la fin du trait est beaucoup plus grande qu'au début du trait. Nous sommes tout à fait d'accord. Oui, si vous voulez, je peux prendre les questions maintenant ou alors on va faire après. Alors, je vais revenir sur ça tout de suite après si vous voulez. Alors, il y a un phénomène, donc maintenant pour connaître la distance des étoiles, qui est ce qu'on appelle le mot savant ou barbare, d'autres diront, c'est le phénomène de la parallaxe. Le phénomène de la parallaxe a été mis en place pour les premiers jeux vidéo que je jouais moi à mon enfance. Et ça part du principe que lorsque un observateur se déplace, les objets les plus lointains semblent se déplacer plus lentement que les objets en avant-plan. Par exemple, si je pointe dans cette direction-là, donc il y a monsieur le maire en face de moi, et derrière, il y a l'extincteur, derrière vous, dans la même direction. Je marche un peu, vous êtes déjà derrière moi, ou disons à mon niveau, mais l'extincteur, il ne s'est quasiment pas déplacé par rapport à moi. Et donc, vous pouvez faire l'expérience également, pointer ce petit carré avec votre pouce, bras tendu, fermez un œil, changez d'œil, vous allez voir que votre pouce n'est plus aligné avec ce carré. Juste parce que vous avez changé de point d'observation qui est l'œil. Okay? C'est mieux si vous pointez avec le pouce, vous allez voir que c'est vraiment pas aligné. Et donc, là, on va voir, c'est Super Mario qui se déplace. Et puis les collines d'avant-plan se déplacent beaucoup plus vite que les montagnes d'arrière-plan. Et ce qui fait, donc, avec les moyens de l'époque, début des années 90, on faisait un pseudo-effet de profondeur dans des jeux vidéo rudimentaires de l'époque. Et donc, on peut faire, à partir de ce principe-là, on peut également donc, mesurer la distance des étoiles. Prenons le cas suivant. Je suis au point A, avec mon petit ou grand télescope, peu importe. J'observe dans une direction où il y a une étoile. Et donc, derrière, là, pour illustrer les propos, j'ai mis 3 carrés, un rouge, un blanc et un bleu. Et donc, d'un point de vue A, je vois que donc l'étoile se trouve alignée avec le carré bleu. Okay. Si maintenant je me déplace avec mon télescope et je vais au point B, qu'est-ce que je vais voir? Que l'étoile n'est plus alignée avec le carré bleu, mais que cette fois-ci, l'étoile est alignée avec le carré rouge. Okay. Et donc la parallaxe, c'est le déplacement apparent d'une étoile proche par rapport à un fond fixe, okay, quand l'observateur se déplace. Je précise, là pour l'instant, ce n'est pas les étoiles qui se déplacent, c'est l'observateur qui doit se déplacer, et donc la façon dont les objets sont disposés pour l'observateur a changé. Et la première mesure de parallaxe d'une étoile a été effectuée en 1838 par Friedrich Bessel. Et il a mesuré une étoile 61 Cygni à 10 années-lumière. En pratique, comment on le fait? On sait que la Terre tourne autour du Soleil. On regarde dans une certaine direction, puis on voit donc qu'une étoile se déplace à droite et à gauche lorsque nous, on effectue plusieurs observations
le long de notre orbite autour du Soleil. Okay. En pratique, donc avec Gaïa, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc ça, c'est la Voie lactée. Ça, c'est accéléré, hein, c'est accentué aussi pour vous montrer cette profondeur. On voit donc, lorsque on a une précision très grande sur la position des étoiles à différentes époques, on peut voir donc que ces étoiles se déplacent beaucoup, donc elles sont plus proches que d'autres étoiles qui se déplacent très très peu. On peut voir donc une profondeur dans cette image, juste en prenant donc des photos très très précises de la position des étoiles à différentes époques. Et donc là, juste pour illustrer cela, on a mis donc les différentes constellations. Et donc on voit en effet que les constellations n'ont rien de physique en fait. Je vais remettre un tout petit peu derrière le film. Non, rien de physique. Cette étoile, on voit qu'elle se déplace beaucoup plus, donc ça veut dire qu'elle est beaucoup plus proche que cette étoile dans la constellation de Dragon. Donc maintenant, juste avec ces mesures de Gaïa, on peut également donc déterminer la distance à laquelle se trouvent les différentes étoiles. Donc on connaît leur déplacement transversal dans le ciel, maintenant on connaît également leur distance. Et donc on peut associer à ce déplacement apparent une vitesse maintenant, en kilomètres par seconde, typiquement. Okay. Également avec une autre chose que je ne vais pas aborder ici, on peut également connaître la composante radiale de la vitesse des étoiles en obtenant des spectres. Je peux revenir sur ça vers la fin. Donc on peut connaître les trois composantes de la vitesse avec la distance. Donc on peut vraiment savoir quelle est la vitesse tridimensionnelle d'une étoile à un moment donné. Et pour savoir comment elle va se déplacer dans le futur, il faut faire des hypothèses sur la masse de la Voie lactée et comment est-ce que la distribution de masse dans la Voie lactée est faite. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? C'est la dernière partie du chapitre. Je ne sais pas, je suis comment au niveau temps. Super. La Voie lactée, telle que nous, chercheurs, nous la voyons de nos jours, suite à Gaïa et à différents d'autres instruments que nous avons à notre disposition. Donc, le Soleil, on a dit, ne se trouve pas au centre de la Voie lactée. La Voie lactée serait une galaxie spirale. Spirale parce qu'il y a ce qu'on appelle des bras spiraux. Le Soleil se trouve... Alors, attendez. La Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi tant d'autres dans l'univers, pour commencer. Ça, c'est la Voie lactée vue de face, et ça, c'est la galaxie vue de profil. Au centre, le centre plutôt se trouve dans la direction de la constellation du Sagittaire. La Voie lactée contiendrait quelque chose comme 200 milliards d'étoiles, plus de la poussière, plus du gaz, plus quelque chose que peut-être vous avez entendu parler, mais dont je ne vais pas forcément parler ici, ce qu'on appelle la matière noire ou la matière sombre. C'est de la matière qu'on n'arrive pas à détecter, mais qu'on peut sentir son existence par d'autres, notamment en étudiant le déplacement des étoiles. La Voie lactée aurait un diamètre d'à peu près 100 000 années-lumière. Le Soleil se trouve à peu près 24 000 années-lumière du centre. Et le Soleil se déplacerait à peu près 250 km par seconde dans cette direction, en orbite circulaire, dans le plan. Okay. Donc le Soleil se trouve dans le plan à cette vitesse-là. S'il y a des gens qui sont rapides en maths, 24 000 années-lumière, il faut le convertir en kilomètres. On divise par 250 km par seconde. Et on peut voir que le Soleil a 4,5 milliards d'années. On peut voir que depuis sa formation, le Soleil a déjà fait 20 fois le tour de la Voie lactée. Alors maintenant, on se dirige vers le centre, en direction de la constellation de Sagittaire. C'est une région qui a beaucoup d'étoiles, très très denses, qui donc contient également beaucoup de poussière. Les étoiles sont très vieilles, elles ont une composition chimique très élevée. Et donc ça, c'est une animation où il y a plusieurs images du ciel à différentes profondeurs qui sont faites. Donc on continue à se diriger vers cette région centrale de la galaxie. On change de longueur d'onde pour les connaisseurs, on passe dans l'infrarouge, le rayonnement X aussi pour étudier tout ça. On continue, on n'est toujours pas arrivé vers le centre. Mais lorsqu'on va vraiment... Là maintenant, c'est une toute petite portion du ciel en direction
de la constellation de Sagittaire, on voit que les étoiles là-bas, maintenant on est à 24 000 années-lumière, hein, donc on est très très loin, et malgré tout, on voit les étoiles se déplacer et bouger rapidement. Alors cette fois-ci, on connaît la distance, pas grâce à Gaïa, hein, on sait juste qu'elles sont toutes à 24 000 années-lumière de nous. On est dans cette direction-là, hein, donc la région centrale, ce qu'on appelle le bulbe. On peut retracer les orbites des étoiles, précisément. Hein, là, vraiment, il suffit juste de prendre des photos à différentes époques. Là, on voit les époques auxquelles les photos, les images, les données ont été prises. Ça date début des années 90, je crois en 2002. Vraiment, donc on voit comment se déplacent ces étoiles. Et on voit qu'elles tournent toutes autour d'un point, ici signalé en rouge, où il n'y a rien visuellement. Okay, donc nous, on a dessiné un trait rouge, une croix rouge, mais il n'y a rien en pratique. Ici, il n'y a rien qui n'émet de la lumière. Ces étoiles se déplacent à une vitesse, donc j'ai dit le Soleil à 250 km par seconde, il fait Nice-Marseille en 1 seconde. Celle-ci se déplace à 5000 km par seconde. Ce point-là, donc on peut mettre les équations de Newton ou d'Einstein, si vous préférez, c'est un peu mieux. On peut estimer donc la masse de ce point, autour duquel tournent ces étoiles, et c'est à peu près 3 millions de fois la masse du Soleil. Déjà, le Soleil qui est beaucoup plus massif que la Terre, donc 3 millions de fois la masse du Soleil. Sur un point qui est très très concentré, donc un volume très très faible pour une masse très très grande. Qu'est-ce qu'on vient de mettre en évidence? L'existence d'un trou noir. Au centre de la Voie lactée, nous avons un trou noir supermassif dont la masse est à peu près 3 millions de fois la masse du Soleil. Je peux prendre les questions après, mais si elle est rapide, pourquoi pas. Alors, on peut le faire déjà d'un point de vue angulaire, ne serait-ce qu'angulaire. On sait à quelle distance on se trouve, et on peut voir donc que angulairement, il s'agit d'un angle extrêmement petit, donc on peut avoir une estimation, du moins une approximation supérieure de la surface que ça occupe. Après le volume, c'est vrai, c'est une extrapolation, mais au moins la surface que ça occupe, et après en supposant que c'est un objet avec une symétrie centrale, donc c'est une sphère, on peut dire, à première approximation, on peut estimer son volume. Okay. Et donc ce trou noir, nous avons réussi à l'imager l'année dernière. Okay. Peut-être que certains d'entre vous ont vu l'image passer. Donc voilà ce qui se passe. Ce n'est pas exactement une photo du trou noir, hein, vu qu'un trou noir n'émet pas de la lumière, mais c'est l'ombre du trou noir par rapport à toute la lumière qui entoure le gaz, en l'occurrence, qui est réchauffé lorsqu'il s'approche du trou noir et qu'il est accéléré. Parce qu'il y a ça aussi comme mesure additionnelle, c'est le gaz qui se réchauffe. Donc ceci pour le centre de la Voie lactée. Le disque, maintenant, dans lequel se trouve le Soleil, et il y a également les bras spiraux dont j'ai précisé, donc comporte des étoiles principalement jeunes, plus jeunes que 8 milliards d'années. Et en fonction d'où se trouve dans le disque, on voit que la composition chimique des étoiles change. Ceci nous donne des indications très très importantes sur des choses un peu techniques telles que l'histoire de la formation stellaire dans les différentes régions de la Voie lactée. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est dans les régions externes du disque, vers là, que les régions externes du disque sont perturbées. Ce n'est pas un disque parfait, tout plat comme un CD, elles sont légèrement perturbées. Alors perturbées par quoi? Sans doute par le passage d'autres petites galaxies qui sont en orbite autour de la nôtre. En effet, de nos jours, on en a découvert plusieurs dizaines, plus d'une cinquantaine, de petites galaxies qui ont des formes sphéroïdales, sphériques, qui tournent autour de la Voie lactée. Donc cette animation donc, montre une estimation de leurs orbites. Il y a des grandes incertitudes, je vous l'accorde. Et donc ces galaxies sont très difficiles à détecter, car elles contiennent peu d'étoiles, elles sont loin, elles sont donc peu lumineuses. Elles sont également cachées derrière toutes les étoiles d'avant-plan de la Voie lactée. Donc c'est vraiment compliqué. Et donc toutes celles-ci, elles tournent, et puis elles peuvent perturber donc, les régions externes du disque. C'est comme ça qu'on peut également estimer, donc faire une estimation de leurs orbites. On connaît quelle est leur vitesse à un moment donné.
Et puis par des façons indirectes, les perturbations du disque, on se dit, bon, ben, elle a dû passer par là, telle galaxie. Également, on pense que de telles petites galaxies, on appelle ça des galaxies naines, ont fusionné avec la Voie lactée au cours de l'histoire de la Voie lactée. Et donc c'est de cette façon que les galaxies se forment, nous pensons. Il y a plusieurs petites galaxies naines qui fusionnent entre elles, et au fur et à mesure, ça crée un objet de plus en plus grand. Et notamment grâce aux données Gaïa, on a pu identifier, alors je regarde juste c'est quoi la prochaine diapo, voilà. On a pu identifier autour de nous des étoiles qui ont une orbite un peu particulière, où si on remonte le temps, on peut comprendre qu'il s'agissait donc d'étoiles qui appartenaient dans une galaxie naine qui a fusionné avec la Voie lactée il y a 10 milliards d'années. Cette galaxie naine, on lui a donné le nom de Gaïa Encelade, qui est un nom assez poétique, donc Encelade étant la divinité qui était associée au tremblement de terre. Donc on pense que cette fusion a fait trembler le disque de la Voie lactée. Il se trouve qu'également Encelade était le fils de Gaïa, la Terre, donc Gaïa étant également le nom de la mission spatiale, d'où le nom du satellite qui a fusionné avec la Voie lactée, donc il y a près de 10 milliards d'années. Donc j'en finis avec quel avenir pour la Voie lactée. On a eu donc quelques commentaires tout à l'heure pour ce qui va se passer sur la Voie lactée. Donc on sait que la galaxie d'Andromède s'approche de la Voie lactée à une vitesse de 300 km par seconde. En km/h, c'est à peu près 1 million de km/h. Okay. Alors, est-ce que c'est Andromède qui s'approche de nous ou nous qui nous approchons d'Andromède? Peu importe, c'est relatif. Les deux galaxies se rapprochent. Et donc, sur cette simulation, je vous montre ce qui va se passer. Donc, à la Voie lactée, ici c'est le temps qui défile. La Voie lactée, elle tourne. À 2,5 millions d'années-lumière, nous avons Andromède, qui va apparaître ici. Le temps défile toujours, les deux galaxies se rapprochent à une vitesse d'1 million de kilomètres par heure. Et dans à peu près 5 milliards d'années, elles vont rentrer en collision. Okay. Elles vont d'abord se traverser. C'est une sorte de rebond pour ensuite revenir. Une nouvelle collision, cette fois-ci un peu plus lente. Okay, on voit la couleur change également. Je vais revenir légèrement sur ce point. Pour, dans 6-7 milliards d'années, créer une seule galaxie plus grosse, qui sera donc le résultat, le fruit de la fusion d'Andromède et de la Voie lactée. Vu de la Terre, la vision sera super. Hein, il y a toujours des... Voilà, nous, on ne sera pas là, c'est sûr. Est-ce que les humains seront encore là? Alors, au présent, voilà à peu près ce que l'on voit. Donc ça, c'est une image. On a la Voie lactée ici. On a Andromède qui apparaît ici. C'est un petit morceau de la Voie lactée. C'est la Voie lactée telle que vue de la Terre, tout à fait. Notre galaxie, si vous préférez, ou ce qu'on voit de la Voie lactée à partir de la Terre. Donc on a Andromède qui s'approche. Dans le ciel, ce sera donc de plus en plus visible, ça occupera une grande partie du ciel. Le temps passe, les deux galaxies s'approchent encore plus. Les extrémités de leur disque se distordent, hein. Elles commencent à subir l'influence gravitationnelle l'une de l'autre de façon importante. À peu près 5 milliards d'années, la fusion, la collision a commencé. Et les étoiles, à part dans les régions très très denses, ne vont pas rentrer en collision entre elles. En revanche, le gaz va s'entrechoquer. Et donc, ces chocs de gaz peuvent créer de nouvelles flambées d'étoiles. C'est ce que l'on voit ici avec les couleurs rouges. On aura donc un ciel qui sera très étoilé, non seulement par la somme des étoiles d'Andromède et de la Voie lactée, mais également de toutes ces nouvelles étoiles qui vont naître. La collision continue, hein, donc on aura une vision superbe. Dans 5 milliards d'années, si on n'a pas quitté la Terre n'existera plus malheureusement parce que le Soleil sera mort, donc il faudra qu'on ait quitté le système solaire. Mais si, supposons qu'on peut voir,
On est toujours dans la Voie lactée, on peut voir ce qui se passe dans le ciel. Est-ce qu'on peut supposer que même si, s'il peut y avoir des formes de vie dans la galaxie, est-ce qu'elles pourraient survivre au vent Oui, alors là, ça dépend d'où on se trouve dans la Voie lactée. Les étoiles ne rentrent pas en collision, donc ça c'est une bonne chose. Après, si par malheur, disons, la Terre ou une autre planète où il y a la vie rentre en collision avec la région la plus dense d'Andromède, donc là il y aura peut-être le fait qu'il y ait des étoiles qui, même si ça ne rentre pas en collision, qui ne sont pas très très loin, ça peut déjà, ne serait-ce que gravitationnellement, perturber le système planétaire et donc éjecter la planète ou autre chose. Okay. Premier point. Il y a des rayonnements également, mais bon, il faut des distances relativement proches, mais également, lorsqu'on va créer de nouvelles étoiles, on va créer des étoiles massives et celles-ci explosent en supernova. Et ça, potentiellement, c'est très mauvais pour la vie. Et donc, si par malheur, il y a une supernova à 4, 5, 10 années-lumière qui explose de nous, il y a de fortes chances qu'on subisse les conséquences. On ne sait pas. Je pense qu'il y aura certainement des régions lors de la collision qui sera épargnées de tout ça. Donc je continue juste parce qu'il me reste 3 diapos. Donc ça, maintenant, il y a eu la première collision qui a créé cette flambée d'étoiles. Maintenant, les étoiles, les galaxies, on a vu dans la simulation, se traversent dans un premier temps. Donc là, ce que l'on voit, un léger calme, pour par la suite revenir, refusionner, recollisionner cette fois-ci. Donc on a une grande partie du gaz a été consumée suite à la première collision. Donc on forme moins d'étoiles, on en forme quelques-unes. Le ciel est beaucoup plus lumineux maintenant. Les bulbes fusionnent et on finit donc à peu près dans 5 milliards d'années, 7 milliards d'années, avec une galaxie morphologiquement beaucoup moins intéressante. Il n'y aura pas de bras spiraux, il n'y aura pas tout ça. Mais donc un ciel totalement nouveau pour ceux qui pourront et qui auront la chance d'observer le ciel étoilé de la galaxie résultante de la fusion entre la galaxie avec un G majuscule et Andromède. Et voilà, je finis ici. Merci de votre attention. Merci. Très bien. C'est-à-dire, dans votre dernière partie, la collision éventuelle de deux planètes. Vous avez répondu à ceci. Ça dépend vraiment de la densité des différents systèmes s'il y a les deux régions centrales des galaxies qui sont alignées, qui rentrent en collision, là, il y a des chances qu'il y ait des collisions d'étoiles. Sinon, dans des régions, s'il y a juste les régions externes des disques qui se traversent, il n'y aura pas vraiment de collision d'étoiles ni de planètes. Avec toutes les mesures scientifiques de plus en plus perfectionnées, est-ce que vous avez eu déjà dans le temps, pu observer ou prédire des collisions de planètes? Alors, ça c'est un tout autre sujet, ce n'est pas du tout mon domaine de recherche. Je sais qu'on peut prédire des collisions alors pas de planètes, on n'en est pas encore là, mais de petits corps du système solaire, des astéroïdes, avec Jupiter notamment, ou avec d'autres. Ça c'est des observations que même les astronomes amateurs, on connaît très bien les orbites donc, de tous ces petits corps, et on peut accélérer le temps et se dire qu'en 2050 ou 2030, tel ou tel objet va tomber sur Jupiter. On pointe les télescopes à tel moment vers Jupiter et on peut voir la collision. Dernière question. Oui. Dans la galaxie, est-ce qu'il y a des trajectoires toujours similaires? Elles tournent toujours de la même manière? Non. Où il y a l'expansion, qu'on est en train de nous dire que le monde est toujours en expansion. Le monde, Alors, on dit que l'univers est en expansion. Alors là, je n'ai pas parlé de ça. On peut considérer que dans notre petite région de l'univers, et dans une petite région, il y a une chose qu'on appelle le groupe local qui comporte la Voie lactée.
Andromède et toutes les petites galaxies satellites qui tournent autour, on ne subit pas à l'intérieur de nous, au sein de ce groupe local, l'expansion de l'univers, parce qu'au contraire, Andromède se dirige vers nous. Donc ça, c'est un sujet à part. On ne subit pas l'expansion de l'univers dans le groupe local. Ensuite, les orbites des étoiles ne sont pas toutes similaires. Dans le disque, par exemple, on sait qu'elles ont quasiment des orbites circulaires et qui vibrent légèrement verticalement pour que ça crée cette configuration de disque. Dans le bulbe, les étoiles ont une orbite beaucoup plus excentrique, et dans le halo, qui est la région la plus externe de la Voie lactée, j'en ai pas vraiment parlé, les étoiles ont des orbites pas du tout coplanaires, donc très inclinées et très excentrées. Alors on avait une question ici, une question là-bas, oui. Je sais qu'il y a une astronome française qui est la marraine du planétarium de Vaux-en-Velin, et je m'excuse d'avoir oublié son nom, qui cartographie les galaxies et les étoiles à partir de nouveaux observatoires qui fonctionnent le jour. Je peux, sans plus d'informations, je peux pas commenter. L'observatoire est aux États-Unis. Oui. Et il est. Alors peut-être, en effet, j'imagine qu'on peut faire des choses comme ça lorsqu'on regarde dans des rayonnements X ou gamma ou radio. J'imagine qu'on peut recevoir de tels. Donc la nouvelle objectif, c'est de cartographier un maximum rapidement, et ils espèrent pouvoir utiliser les nouveaux ordinateurs. Alors, certainement, donc, tout ce que je vous ai montré ici, c'est des observations qui sont faites, la plupart, à part lorsqu'on observait le trou noir, dans ce qu'on appelle le rayonnement visible. Le rayonnement visible, c'est donc les couleurs que l'on voit, qui partent du bleu, qui vont jusqu'au rouge. Okay, c'est à peu de choses près l'arc-en-ciel. Mais la lumière est quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup plus vaste que les couleurs que l'on voit. Ça va ce qu'on appelle des longueurs. Une couleur, c'est une longueur d'onde. Les longueurs d'onde qui sont plus courtes que le bleu, on a ce qu'on appelle l'ultraviolet. Et les rayons gamma, c'est des rayonnements très énergétiques. Donc, si on observe des objets dans l'ultraviolet, on va sonder des phénomènes très hautement énergétiques dans l'univers. Au-delà du rouge, c'est des grandes longueurs d'onde. On passe dans l'infrarouge, on passe dans les ondes radio, qui ne sont pas très perturbantes pour l'humain. C'est pour ça que les premières télécommandes étaient en infrarouge. Et on peut pointer une télécommande contre nous. C'est pas très grave, c'est pas très fortement énergétique. Et là, on va sonder des choses, le réchauffement du gaz, des phénomènes qui sont moins énergétiques dans l'univers. Donc en effet, si on veut observer dans le visible, il y a peu de chances qu'on le fasse pendant la journée, à part si on veut regarder donc, le soleil, qui est visible qu'en journée. Mais après, si on observe dans d'autres longueurs d'onde, on peut très bien, j'imagine, observer en fonction des longueurs d'onde, même pendant la journée. Alors, les dernières questions, si vous en avez, je vous passe le micro pour qu'elles puissent être enregistrées. Ça ne me dérange pas du tout. Non. Alors, René, question. Merci. A-t-on pu analyser la masse et la composition de ces étoiles? Tout à fait. C'est ce que je fais en mon quotidien, disons. Donc, est-ce que j'ai quelque chose sous la main là? Voyons voir, c'est quoi après? Non. J'avais d'autres diapos, voyons voir. Composition chimique. Tout à fait. Alors, Où est-ce que vous avez trouvé de nouveaux éléments au niveau des matières composées? Ou c'est toujours les mêmes? C'est toujours les mêmes. C'est marrant ça. Ouais, ça oui. Alors on peut déterminer tout à fait la température, la masse et la composition chimique des étoiles en faisant ce qu'on appelle un spectre. Donc en spectre, on prend la lumière que l'on reçoit, on regarde les différentes longueurs d'onde, et puis on crée un arc-en-ciel à un peu de choses près. Et donc on peut voir qu'il y a de temps en temps certaines couleurs, certaines longueurs d'onde où l'étoile émet moins de lumière. Des longueurs d'onde bien précises. Et on sait que ces longueurs d'onde-là correspondent à la présence d'un atome de tel ou tel élément dans l'atmosphère d'une étoile. Et donc du coup, on peut précisément mesurer la composition chimique d'une étoile à partir de son spectre.
Et c'est toujours les mêmes composants, la centaine d'éléments du tableau périodique que l'on a et qu'on a pu mettre en évidence sur la Terre. Ouais. Ça interroge, tout à fait. Et la masse également, on peut la déterminer. Et l'âge des étoiles, j'en ai pas parlé, mais déterminer l'âge des étoiles est quelque chose de compliqué. Ne serait-ce que déterminer l'âge d'un être humain est compliqué si on ne demande pas sa carte d'identité. Alors si je vous demande quel est mon âge, vous allez pouvoir... je vous demande par exemple, quel âge pensez-vous que j'ai? 48 ans. 48 ans. Alors déjà, vous n'êtes pas tous d'accord. Mais Sans vous blesser. Alors, mais à partir de quoi est-ce que vous avez dit ça? Vous avez sans doute dit que mon vocabulaire peut-être, donc j'ai pas 5 ans. Vous avez peut-être vu ma calvitie. Mais sauf que les bébés aussi, si vous basez juste sur ma calvitie, les bébés aussi n'ont pas beaucoup de cheveux. Et oui. Peut-être mes poils, ma barbe. Sauf qu'il y a Les études. des gens imberbes. Les études. Il y a des génies qui sont au même stade que moi, qui ont 18 ans. Donc tout ça fait que c'est vraiment compliqué. C'est une perception et c'est l'ensemble des éléments que l'on peut accumuler sur un tel ou tel objet qui fait qu'on peut émettre une hypothèse que voilà, j'ai entre 18 et 48 ans. Voilà. Et c'est pareil pour les orbites des étoiles. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'on peut avoir une certitude plus ou moins grande sur l'orbite des étoiles qui grandit plus on avance dans le temps. Nous avons quand même la question, et quel est votre âge quand même 38. Pas trop loin. D'autres questions? Il n'y a aucun problème. J'ai tout le temps que vous voulez pour des questions. Juste pour l'univers, Mhm. on voit notre univers, mais y en a-t-il pas d'autres d'univers? Je ne peux pas vous répondre. Au-delà de cette galaxie? Alors, au-delà de cette galaxie, il y a d'autres galaxies. Voilà. Et Mais puis, celles-ci, elles ne sont pas perceptibles. elles sont perceptibles, j'en ai pas du tout parlé, hein, mais on voit, il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Maintenant, on a un nouveau télescope depuis un an et demi maintenant qui s'appelle James Webb, Ouais. qui donc Qui voyage. arrive à voir des galaxies à peu près, je crois, une dizaine de milliards d'années-lumière, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment très très loin, peut-être plus. La sphère, ce qu'on appelle l'horizon visible de l'univers, c'est à peu de choses près le Big Bang, à quelques centaines de milliers d'années-lumière du Big Bang. Donc on sait que l'âge de l'univers donc a 13,7 milliards d'années. Et donc la première lumière, le premier rayonnement que l'on reçoit, c'est à peu près 200 ou 300 000 ans après le Big Bang. Avant ça, l'univers était opaque, il n'y avait pas beaucoup de lumière qui pouvait s'échapper. Ça, c'est une toute autre branche de l'astrophysique. Et après, s'il y a autre chose au dehors de ça, ou s'il y avait autre chose avant le Big Bang, c'est presque littéralement ce que Aristote appelait la métaphysique. Donc il avait dans sa librairie tous les bouquins de physique, et plus loin, métaphysique, des choses un peu qu'il n'arrivait pas à expliquer. Ouais. Mais il y a des chercheurs qui sont, oui, il y a beaucoup de chercheurs qui pensent honorables qui travaillent sur ça et que s'ils m'entendent dire que c'est de la métaphysique, ils vont me sauter dessus. Donc je retire mes propos. Il y avait une question ici. Je reste par rapport aux étoiles, une jeune étoile et une très vieille étoile, comment on les différencie? Quelles vont être leurs caractéristiques? Alors, déjà, ça peut être leur température. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une étoile brille, un tout petit cours de physique stellaire que je fais à la fac, pour qu'une étoile brille, une étoile, c'est un nuage de gaz qui se condense, Et au fait, ce qui se passe dans son centre, à un certain moment, la pression et la température est tellement grande qu'elle va commencer à fusionner l'hydrogène pour créer de l'hélium. Et donc, lors de cette réaction thermonucléaire, il va y avoir de l'énergie qui va être émise vers l'extérieur. Donc, du coup, je dois laisser mon micro. L'effondrement va s'arrêter grâce à cette énergie qui est émise vers l'extérieur. Okay. Et donc, plus l'étoile est massive, plus il va falloir avoir beaucoup de ces réactions thermonucléaires qui ont lieu chaque seconde pour contrebalancer cet effondrement. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Que plus une étoile est massive, plus elle va consommer rapidement
tout son carburant, l'hydrogène en l'occurrence. Donc du coup, elle ne va pas vivre longtemps. Okay. Donc du coup, si on voit une étoile qui est très très chaude, le Soleil, la surface du Soleil est à peu près, ce qu'on appelle la photosphère du Soleil est à peu près 6000 degrés. Donc il y a certaines étoiles qui sont à 20 000, 40 000 degrés. Donc ça, c'est des étoiles dont on sait que la durée de vie est courte. Donc du coup, si on les voit, c'est qu'elles sont forcément jeunes. Après, il y a plusieurs d'autres facteurs qui peuvent nous donner des indications, mais ça, c'est peut-être le plus facile à expliquer. Et on a une question derrière. Et après, des questions en ligne aussi, bien évidemment, s'il y en a. Comment elles s'organisent, les missions avec les données qui sont récoltées de Gaïa? Comment est-ce que les recherches, qui travaillent sur quel sujet? Ça c'est c'est un sujet plus politique que scientifique, disons. Donc, déjà, c'est pour mettre en place une mission spatiale ou n'importe quel projet, grande collaboration européenne ou internationale, ça prend du temps. Donc, parce qu'il faut savoir que c'est de l'argent public, donc il faut qu'on fasse des demandes auprès des différents organismes ou des différents États pour qu'ils nous financent. Mais pour faire ces demandes, il faut montrer la viabilité du projet, ce que l'on pense découvrir, comment, avec quelle technologie on va le faire. Donc de la conception jusqu'à la réalisation du projet peut prendre des fois 20 ans, 20-25 ans. Okay. Donc à partir de là, différents organismes ou différents États vont contribuer de façon différente financièrement ou humainement avec de la main-d'œuvre dans les différents projets. Et donc du coup, c'est vraiment là où on parle politique, va avoir des décisions politiques qui vont dire bon ben voilà, tel pays va avoir certaines visibilités, donc travailler sur certains types de données de façon privilégiée ou pas. Pour Gaïa, c'est différent. Pour Gaïa, c'était pour la première fois, l'Agence spatiale européenne avait décidé que nous, les scientifiques qui préparions les catalogues, donc moi je travaillais sur la préparation des catalogues de Gaïa, nous n'aurions pas droit à un accès privilégié au catalogue final avant qu'il soit publié. Donc on découvrait le catalogue final en même temps que l'ensemble de la communauté scientifique ou que vous ou n'importe qui d'autre. Donc du coup, on pouvait avoir accès à certaines parties du catalogue sur lesquelles on travaillait. Moi, en l'occurrence, je travaillais sur la détermination de la composition chimique des étoiles, mais je n'avais pas accès forcément sur quelle était leur distance, quelle était leur vitesse, etc. Et même contractuellement, je suis filmé, je n'avais pas le droit de faire de la science ou de faire de la science avec. Je devais juste publier le catalogue. Et ensuite, une fois que c'était public, alors là, on a pu donc tous faire quasiment à partir du même point de départ, faire de la recherche à partir de ça. Alors en pratique, on avait un petit avantage, nous qui avions travaillé sur le catalogue. Je savais exactement quelles étaient les limites, quelles étaient les incertitudes sur tel et tel objet. Donc du coup, j'avais un petit pas d'avance par rapport aux collègues américains, disons, qui n'avaient pas travaillé sur ça. Mais après, sinon, sur d'autres projets, je travaille sur un instrument qui va être opérationnel en 2030. Okay. Donc là, il y a différents scientifiques qui se positionnent, qui disent, voilà, moi, avec mon institut, nous allons travailler sur ça. Donc en gros, on essaye de déblayer un peu, on crée notre espace, on va dire, voilà, je mets un veto sur tel et tel questionnement scientifique. Et donc ce sera moi et mon groupe qui allons pouvoir travailler sur ça en 2030 lorsque l'instrument sera opérationnel. Alors il y a tout un tas de comités scientifiques, politiques, donc ça passe, il y a des décisions qui sont faites. Mais c'est national, c'est européen, c'est... C'est les différents responsables nationaux des projets, disons. Façon pour le présenter. Oui. Alors je vous donne le micro. Oui. Est-ce qu'il y a des bases de données qui sont accessibles au grand public? Oui, il faut savoir. Gratuitement. Gaïa, alors là, je n'ai pas le Wi-Fi, mais on peut, si vous allez sur Gaïa Archive, donc Archive Gaïa, vous allez avoir une page web où vous pouvez demander, par exemple, il faut savoir un tout petit peu coder, mais c'est gratuit, dire je veux l'ensemble des étoiles qui sont dans cette direction, ou l'ensemble des étoiles dans tout le ciel. Ou alors, si vous avez une étoile préférée, par exemple 61 Cygni, qui était la première étoile pour laquelle nous avons mesuré la parallaxe, j'en ai parlé ici, okay.
dont Bessel avait estimé à 10,3 années-lumière. Je suis allé voir dans le catalogue Gaïa, j'ai mis 61 Cygni, et hop, il m'a donné toutes les mesures qu'on avait sur cette étoile. Et donc, c'est là où j'ai pu trouver qu'actuellement, on pense qu'elle se trouve à 11,4 années-lumière. Après, il y a d'autres bases de données. On a accès à une étoile en particulier, mais on ne peut pas avoir carrément une base. Si, on peut demander, on peut coder et dire donne-moi, rends-moi toutes les étoiles qui sont dans telle direction du ciel. On peut faire des requêtes, exactement. Donc ça, c'est pour l'archive Gaïa, hein, en l'occurrence, mais il y a également une autre base de données qui s'appelle le CDS, comme Centre de données de Strasbourg, je crois, qui donc récolte l'ensemble des catalogues qui sont publiés dans les articles. Et donc là, c'est presque objet par objet. On fait des requêtes et puis il nous donne les différentes mesures qui ont été faites sur cet objet. CDS, Aladdin, Visier et l'archive Gaïa. Alors, je reviens vers vous. Je vous remercie pour votre écoute, votre patience. Je remercie Cédric à la technique qui a tout mis en œuvre pour que cette retransmission soit possible en direct. C'était une salle que nous ne connaissions pas pour ce genre de retransmission. Donc beaucoup d'incertitudes sur la qualité de retransmission, Cédric. Il y a une coupure de 5-6 minutes, nous nous en excusons. L'intégrité de cette conférence sera possible à rediffusion quand les internautes le souhaiteront. Les questions, malheureusement, d'Internet, je n'ai pas pu les avoir parce que mon ordinateur n'est pas suffisamment puissant pour accéder à la bande passante. C'est une découverte pour ma part. C'est des petits problèmes techniques de transmission, d'une première transmission, et il n'y a pas de questions pour l'instant. Ils sont sages, les internautes. À 19h, ils ont mangé, ils ont dormi. Si jamais il y en a, nous y répondrons. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, c'est ça. Et écoutez, nous vous souhaitons une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié cette conférence. Et je vous dis à bientôt, au mois prochain, sous une nuit étoilée bonsonoise. Merci à tous. Merci à vous. Merci.